16 708 cas confirmés de Covid-19, 385 décès des suites de cette pandémie, 14 539 personnes qui ont retrouvé la santé, environ 1700 cas actifs et 409 personnes hospitalisées et déjà 145 000 tests effectués jusqu'ici. La situation est loin d'être maîtrisée. Je dois indiquer que le Cameroun est le pays d'Afrique noire le plus touché par cette pandémie, après, bien entendu, l'Afrique du Sud. Je voudrais vous donner quelques chiffres. L'Afrique du Sud, n'est-ce pas, qui a 394 000 cas, a 739 cas pour 100 000 habitants. Parce que, bien entendu, je parle, n'est-ce pas, de la proportion par rapport au nombre d'habitants. Le Cameroun est le deuxième pays le plus infecté d'Afrique noire, avec 64 cas pour 100 000 habitants. Je continue, le Sénégal, 54 cas pour 100 000 habitants, la Côte d'Ivoire, 56 cas pour 100 000 habitants, le Soudan, 27 cas pour 100 000 habitants, l'Ouganda, 2 cas pour 100 000 habitants, l'Angola, 2 cas également pour 100 000 habitants. Donc, vous comprenez. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui? Sur la gestion de ces centres agréés, je dois d'abord noter que la plupart de ces centres manquent le minimum nécessaire pour faire face à la gestion de cette pandémie. Absence de médicaments, absence de matériel, disons, absence de tests et surtout concernant les centres mobiles comme Bapelepe, c'est des centres qui, par exemple, Bapelepe devait être ouvert depuis 3 mois, selon le ministre de la Santé. Ce centre n'est toujours pas aux arguments qu'on ne peut pas retenir. Et lorsqu'on sait que ces centres, ces toilettes, autant pour moi, ces toilettes d'un autre genre, sont facturées à 100 millions de francs par mois, n'est-ce pas, à l'État, je trouve que quand même, là, il y a exagération quelque part. Comment vous parlez de facturation de 100 millions de francs? 100 millions de francs. Vous appuyez sur quoi concrètement, honorable Je député? m'appuie sur des informations que j'ai, n'est-ce pas? Je crois que le ministre se contredit. Le ministre de la Santé se contredit totalement. Parce que quand dans son point de presse, il parle de 8 milliards pour les travaux, il s'agit de quels travaux? Il parle de 6 milliards pour les équipements de protection, 4 milliards pour le matériel. Pour quel matériel? Donc, vous comprenez les chiffres qu'il avance. J'ai l'impression que le ministre de la Santé ne cesse de mentir, il ment surtout. Prestataire et de lui offrir toute commande possible. C'est la réponse qu'il donne sur cette gestion qui est en cours et qui a déjà coûté aux contribuables camerounais près de 20 milliards de francs CFA. Oui, mais ce que je voudrais demander au ministre, c'est de nous donner la liste de ces prestataires. Quels sont ces prestataires? Deuxièmement, que le ministre, je veux dire la liste des adjudicataires. Deuxièmement, les bons de commande qui ont été, disons, délivrés à ces prestataires, les PV de réception, n'est-ce pas, des différentes prestations. Ça, c'est extrêmement important.
simple à prouver. Je voudrais me limiter uniquement avec à cette affaire un peu rocambolesque du riz provenant du fonds de solidarité de Orca. Le ministre a prétendu que le riz avait été distribué, mais j'aimerais savoir si un jour, alors qu'on a fait venir plusieurs fois des journalistes pour couvrir des cérémonies banales de distribution de seaux maçons, est-ce qu'on vous a invité pour couvrir, n'est-ce pas, la distribution de dons de riz d'Orca? Le ministre de la Santé publique a publié des communiqués dans lesquels il fait savoir que ces sacs de riz ont été transférés dans les différentes régions du Cameroun et transmis aux gouverneurs de région pour que ces autorités puissent les distribuer aux populations les plus défavorisées. Le ministre a transféré le riz, c'est ce qu'il indique, mais j'ai la preuve que ce riz, une bonne partie de ce riz a été vendu à des particuliers à Douala et à Yaoundé. Est-ce que ça, c'est de la faute du ministre, alors que lui, il indique clairement dans... Individuals who sold the rice. Pour l'instant, je réserve cette réponse, n'est-ce pas, à une éventuelle commission d'enquête qui sera mise, parce que c'est ce que nous demandons. C'est parce qu'il faut que je vous explique comment fonctionne l'Assemblée. Le député, en tout cas, peut interpeller le ministre à travers les questions orales. Quand on dit questions orales, en réalité, c'est les questions écrites. Et ces questions sont envoyées au niveau de l'Assemblée, reçues par la conférence des présidents, et par la suite, elles peuvent être programmées, n'est-ce pas, au bon vouloir du président de l'Assemblée. Et je vous rappelle que j'ai vécu des expériences assez malheureuses où j'avais interpellé des membres du gouvernement sur des sujets précis, et quand mes questions étaient programmées, elles étaient sans objet parce que ce n'était plus d'actualité. Ça, c'est des manœuvres que nous connaissons au niveau de l'Assemblée. Je considère que le ministre de la Santé publique a organisé mafia pour s'enrichir sur le dos des Camerounais à travers les marchés de gré à gré qu'il donne à ses amis opérationnels. Quand il parle d'avoir donné 700 millions aux hôpitaux, encore une fois, il ment, c'est faux. Excusez-moi d'être cru. L'hôpital à Quintini a reçu 25 millions. L'hôpital de Yassa, 15 millions. L'hôpital Gérard de Douala, 20 millions. Et c'est pratiquement les mêmes montants qui ont été dispatchés à Yaoundé. Et Yaoundé et Douala, c'est les plus grandes métropoles du Cameroun. Et quand tu additionnes ces montants, ça n'atteint même pas 100 millions. L'ancien ministre des Finances, Simi Millet, qui est en cavale, j'ai attiré son attention sur le fait qu'il était scandaleux que un bic acheté au coin de la rue soit facturé à 1000 francs à l'État. Il avait reconnu qu'effectivement, il y avait des problèmes.
Mais 10 ans après, rien d'important n'a été fait pour corriger cette dérive managériale. Quand je... Vous voyez, Monsieur Nouffelet, parce que pour que les Camerounais comprennent, voilà un bon de commande administratif. Voilà, si vous pouvez le lire. Alors, c'est un bon qui porte sur du matériel, n'est-ce pas, gants de latex, 1000 boîtes facturées à 10 000, ce qui fait un total de 10 millions. Or, ce gant est acheté en pharmacie, et je rappelle que les prix des pharmacies sont homologués par le ministre de la Santé, par le ministère de la Santé. Donc il suffisait, sachant que ce ministre avait ses fonds à sa disposition, il suffisait tout simplement, n'est-ce pas, de s'approvisionner dans les pharmacies. Alors, un masque, je vais dire, excusez-moi, 1000 gants sont facturés à 10 millions, alors que il devait coûter 3 500 000. Ça veut dire que le gant est facturé 3 fois plus. Thermomètre infrarouge, qui coûte 25 000 unités, est facturé à 125 000 unités. Donc 6 fois le prix pratiqué en pharmacie. La combinaison de protection, qui coûte 15 000 en pharmacie, est facturée à 80 000. Donc un différentiel de 65 000. Ce bon de commande qui fait 331 000, si ce matériel avait été acheté en pharmacie, ça aurait coûté 93 millions à l'État. 331 millions, vous voulez dire 380, ça aurait coûté, si le matériel avait été acheté en pharmacie, il aurait coûté 93 millions à l'État. Et là, ça coûte combien? Alors, ici, ça coûte 331 millions 836 000. Donc, un différentiel de 237 millions, autant pour moi. Honorable Jean-Michel Nicutin. Ce n'est qu'un seul bon. Dans les procédures de passation des marchés spéciaux, un ministre a le droit d'avoir un logement, quel que soit le quartier résidentiel de Yaoundé. La société Medellin. Qu'est-ce qui fait problème concrètement? La société Medellin médicale qui a été inaugurée en grande pompe par le ministre et qui a l'exclusivité de la commande en ce qui concerne l'ensemble du matériel concernant la Covid-19. Cette exclusivité peut être liée au fait que cette structure a les compétences, la surface financière et a présenté des atouts importants que le ministre de la Santé a jugé nécessaire de confier ces marchés-là. Avant l'avènement de la Covid, vous avez entendu parler de cette société. Il y a eu 2 réunions du comité exécutif national de notre parti en l'espace de 3 jours. Et nous avons finalement décidé d'aller aux élections parce que on nous a donné
les assurances que tout allait être fait sur le plan sécuritaire pour que les élections se tiennent normalement. Non, c'était peut-être pas la meilleure décision. J'en conviens avec vous. Pourquoi aujourd'hui vous prenez cette position, regrettant d'avoir participé à ces élections? Je regrette tout simplement parce que nous pensions que surtout dans le cadre du nord-ouest et du sud-ouest, surtout le nord-ouest qui est notre plus grand fief électoral, que en y allant, les choses allaient se passer un peu comme dans un tournoi de football où quand le terrain est glissant, il est pour tout le monde. C'est-à-dire, on savait très bien que, à la lumière de ce qui s'est passé lors de la présidentielle, que ça allait être extrêmement compliqué. Mais on se disait que au lieu de laisser le RDPC y aller seul, parce que vous savez que pratiquement dans le nord-ouest, le RDPC est le seul parti, pratiquement dans toutes les circonscriptions, qui fait face au SGF. C'est-à-dire qu'en décidant de ne pas y aller, on livrait le nord-ouest sur tapis vers le RDPC. De vie des Camerounais? Oui, mais c'est ce que je dis. On est... je vais dire que on ne peut tout simplement absolument rien faire au Parlement. Que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée. Tout à l'heure, vous me demandiez d'aller... Pourquoi je n'ai pas attendu ce fameux ministre-là pour lui poser ma question. Je doute très bien même que... même si j'avais choisi cette voie, je suis même pas sûr que ma question allait être programmée. En place les conditions de sa chute. Vous savez, s'il y a des élections transparentes aujourd'hui au Cameroun, M. Biya est battu à plat de couture. Si il y a un système électoral véritablement transparent, la conséquence, c'est que ça va mobiliser les électeurs. Les électeurs iront en masse s'inscrire, ils iront en masse voter, mais